d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Bien, bonjour les premières. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui en géographie, toujours dans le thème 2, pour poursuivre notre grand 1 qui s'intitule Les espaces de production sont plus nombreux et mondialisés. Et nous sommes en train d'essayer de répondre à la problématique suivante. Pourquoi justement ces espaces de production sont-ils plus nombreux et interconnectés? Et donc, dans ce grand 1, nous avons vu notamment d'abord le basculement de la production des richesses mondiales vers le sud, qui est illustré par cette caricature hein, qui représente eh bien, une firme transnationale, hein, Nike, un géant de l'industrie textile et notamment de la fabrication des chaussures, dont vous en portez certainement pour certains d'entre vous des paires aux pieds régulièrement. Et ça montre un peu comment la production des richesses a basculé vers le sud, et notamment, je vous l'avais illustré à travers l'industrie textile qui allait de plus en plus s'installer en Asie et en Afrique. Et donc ici, ben, vous voyez un patron blanc qui représente Nike, la firme transnationale américaine, qui frappe avec le swoosh, là, vous savez, le signe euh, légendaire de Nike, hein, l'espèce de virgule, et il est en train de frapper sur des ouvriers qui sembleraient être des ouvriers asiatiques qui sont en train de fabriquer les chaussures dans des conditions évidemment extrêmement difficiles avec des salaires de misère, ce qui explique en grande partie le basculement de la production textile vers les pays du Sud. Donc, nous avons vu également un autre exemple avec la diffusion de l'industrie automobile des pays du Nord, notamment des États-Unis, de l'Amérique du Nord, de l'Europe de l'Ouest, vers aussi l'Asie, en particulier la Chine, qui possède un immense marché intérieur de consommation et qui fait aujourd'hui de la Chine le premier producteur mondial d'automobiles. Et puisqu'on était justement sur la Chine, eh bien, je vous avais laissé sur deux petites questions auxquelles je vous avais demandé de réfléchir, qui portaient justement sur la stratégie de la Chine, notamment en Afrique. Alors, il fallait notamment céder des documents 4 et 5, page 105 de votre manuel, et puis également du document 2, page 106, pour répondre rapidement à deux questions, hein. Quelles étaient les raisons pour lesquelles la Chine s'intéresse tant à l'Afrique aujourd'hui? Et la deuxième question, quelles sont les conséquences négatives de cet intérêt pour la Chine, de cet intérêt, pardon, pour l'Afrique de la part de la Chine? Donc, la Chine, elle s'intéresse aujourd'hui à l'Afrique. Si vous avez regardé les documents, entre autres, eh bien, pour conquérir de nouveaux marchés et aussi pour sécuriser ses approvisionnements et notamment ses approvisionnements en nourriture. Car la population chinoise est extrêmement nombreuse, hein, c'est le pays le plus peuplé dans le monde, près d'un milliard 300 millions d'habitants, et il n'y a plus suffisamment de terre en Chine et pour nourrir toute cette population, et du coup pour sécuriser l'alimentation de sa population, eh bien la Chine fait ce qu'on appelle du land grabbing, c'est-à-dire la prise de contrôle ou l'achat de terres par des investisseurs étrangers, en l'occurrence ici des investisseurs chinois. Et le document 4 donc vous montre que les Chinois ont acheté des terres arables dans des plantations en Tanzanie, au Sénégal, en Sierra Leone, en Zambie, et donc sont cultivés du riz, du maïs, du manioc, du sésame, et une partie de la production sera exportée directement vers la Chine. Donc, c'est une façon pour la Chine de sécuriser son approvisionnement alimentaire. Et Mathieu Pelloli, l'auteur de cet article du Parisien du 30 juin 2016, titrait que la Chine exploite 10 millions d'hectares de terres agricoles hors de ses frontières, donc en Afrique, mais pas seulement. Aujourd'hui également, la Chine mise beaucoup sur l'Afrique dans le domaine économique. Et c'est pour ça que la Chine va chercher notamment à conquérir de nouveaux marchés
Et c'est ce document 5, écrit par David Bachet, donc, qui s'intitule «L'Afrique au cœur de la politique économique chinoise», montre que la Chine s'est particulièrement intéressée à l'Afrique à partir du début des années 2000 et que les échanges entre l'Afrique et la Chine augmentent de 20% chaque année depuis. Et plus intéressant, en 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique, alors qu'avant, ben, c'était les anciennes puissances coloniales, et en l'occurrence la France et l'Angleterre principalement. Aujourd'hui, on parle souvent de néocolonialisme en Chine, mais en Chine, pardon, de néocolonialisme en Afrique, mais quand vous vous rendez en Afrique, pour beaucoup d'Africains, les nouveaux colons, ce sont les Chinois. Et d'ailleurs, quand vous rendez en Afrique, souvent les Africains n'aiment pas beaucoup d'ailleurs les Chinois qui utilisent vraiment l'Afrique au sens propre pour s'enrichir et ne font pas forcément beaucoup vivre l'économie locale. Donc on vous dit hein, dans cet article, la Chine reste plus que jamais au cœur de la politique économique chinoise, que la Chine prête de l'argent, et elle prête de l'argent, elle n'est pas trop regardante, hein, elle prête de l'argent sans trop regarder si le régime est une dictature ou pas. Mais par contre, elle investit très peu, seulement 3 ou 4 milliards d'investissements par an, alors que par contre, elle a versé plus de 140 milliards de dollars sous forme de prêts. Et le problème, c'est que ces prêts sont souvent à des taux usuriers extrêmement importants et sont souvent conditionnés à de l'obtention de marchés pour ces entreprises. Ce qui fait que quand des pays africains eh bien, se retrouvent étranglés par la dette envers la Chine, ils ne peuvent plus rembourser notamment la Chine. La Chine dit OK, pas de souci, mais par contre, on veut obtenir des marchés pour nos entreprises. C'est-à-dire que les entreprises chinoises bénéficient des marchés locaux, ils soient les principaux exploitants, par exemple, des matières premières locales. Et on vous dit, ben, résultat, hein, l'Afrique s'endette, hein, c'est particulièrement important pour certains pays comme le Kenya, dont la Chine détient 55% de sa dette étrangère, 60% pour Djibouti, près de 70% pour le Cameroun. Ce qui montre que ces pays sont dorénavant dépendants financièrement de la Chine et sont obligés, entre guillemets, de se plier devant les exigences chinoises. Et pour connaître très bien le pays qui s'appelle Djibouti et qui est concerné, eh bien, le principal port qui a été construit à Djibouti, il a été fait par les Chinois. La route qui relie Djibouti à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, l'a été fait par les Chinois. Le sel de la mer Rouge est exploité par les Chinois. Et le gouvernement djiboutien est totalement dépendant des Chinois. Donc c'était une ancienne colonie française. Et aujourd'hui, eh bien, quand vous baladez dans la rue, que vous discutez avec des vieux Djiboutiens, eh bien, ils en viennent presque à regretter les Français en disant que au moins les Français faisaient vivre l'économie, allaient faire leurs courses au marché, alors que les Chinois vivent vraiment en vase clos, exploitent les ressources, rendent le pays très dépendant financièrement vis-à-vis des prêts chinois. Et puis une fois que le pays n'est plus intéressant, eh bien ils s'en vont changeant d'objectif. Donc les conséquences négatives, je viens de vous en parler, donc c'est le fait que les pays africains se retrouvent en dépendance financière vis-à-vis de la Chine. Et le document 2, page 106, nous montre une autre conséquence négative, c'est le déséquilibre des relations commerciales. Les Chinois importent beaucoup de produits, du moins les Africains importent beaucoup de produits qui viennent de Chine, notamment des produits manufacturés. Par contre, les Africains exportent très peu de produits vers la Chine, ce qui fait que leur balance commerciale est très déficitaire. C'est-à-dire que les Africains dépensent plus d'argent en achetant des produits à la Chine qu'ils n'en gagnent en vendant des produits à la Chine. Ce qui fait que leur balance commerciale est très déficitaire et qu'au contraire, pour la Chine, ce sont des marchés évidemment très intéressants. Donc, ces échanges sont finalement très inégaux et profitent principalement à la Chine. Alors la Chine, hein, comme on peut le voir pour compléter page 104 de votre manuel, c'est un partenaire important de l'Afrique, hein. On voit la part des investissements directs de l'étranger chinois en 2014. Ce sont principalement en Algérie, au Nigeria, en République démocratique du Congo, en Angola et en Zambie et l'Afrique du Sud, donc les plus importants pays d'Afrique d'un point de vue presque démographique et économique dans lesquels la Chine investit le plus. Et on voit que par rapport au pourcentage de l'économie locale, dans des pays comme le Zimbabwe, la Chine va investir jusqu'à plus de 30% de la part totale des investissements dans ce pays.
Donc, ça montre que c'est vraiment devenu un partenaire privilégié de beaucoup de pays africains. Et vous voyez ici donc les investissements chinois en Afrique en milliards de dollars, euh, qui sont finalement relativement faibles, hein, c'est pas si important en termes d'investissement. Ce qui est plus intéressant pour les Chinois, c'est surtout le chiffre d'affaires des entreprises chinoises de construction qui vont construire des infrastructures pour les économies africaines. Et là, on voit que depuis 2006, il y a eu pratiquement une augmentation constante du chiffre d'affaires des entreprises chinoises qui aujourd'hui, pardon, dépasse les 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui montre que l'Afrique est vraiment un marché très important pour la Chine et que aujourd'hui l'Afrique est fortement dépendante pardon, de la Chine pour son développement. Alors aujourd'hui, comme vous allez le voir, dans le petit 3, les espaces productifs sont interconnectés. Alors, ils sont interconnectés déjà par la diversité des flux qui les connectent, ces espaces productifs. Alors, qu'est-ce qu'un flux, hein? Un flux, vous avez la définition dans le cours, c'est un ensemble des circulations et des échanges de toute nature entre les différents lieux du monde. Donc, ça peut être des flux immatériels, comme on va le voir, comme des flux matériels. Alors, ces flux immatériels sont notamment en forte progression. Ils représentent aujourd'hui plus de 20% des échanges mondiaux. Alors, les flux immatériels, hein, c'est par exemple les flux financiers, les flux informatiques, tout ce qui passe par exemple par le numérique, par les câbles sous-marins, les câbles Internet. On appelle ça des flux immatériels et ils sont en forte progression au niveau mondial. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'échanges de données, d'échanges d'informations via les réseaux Internet, d'échanges de transactions financières par les flux immatériels. Donc, ils représentent 20% aujourd'hui des échanges mondiaux dans une économie mondiale qui est de plus en plus pilotée par ce qu'on appelle les activités de service. Les activités de service, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ces activités, on rend service à des personnes. Par exemple, je sais pas moi, la restauration, c'est un service. L'enseignement, c'est un service. On vous rend service. Euh, la santé, c'est un service. On vous rend service. On vous soigne. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre je sais pas moi, tous les commerces ont des services, hein, ils vous fournissent des biens matériels, etc., que vous achetez. Donc les grandes entreprises vont organiser leur espace productif à l'échelle mondiale en utilisant justement le numérique. Par exemple, la messagerie, la vente à distance. Le numérique est énormément utilisé et vous avez bien vu pendant le confinement qu'on l'utilisait encore plus, que ce soit pour manger, je pense aux applications Uber Eats par exemple, que ce soit pour lire, on va commander son livre chez Amazon, que ce soit pour échanger des vêtements, on va aller sur Vinted. Donc on utilise beaucoup le numérique. Et puis évidemment, les messageries, on les a énormément utilisées pendant le confinement. Les messageries cryptées, type WhatsApp, les systèmes de visioconférence, type Skype ou d'autres. Donc on est vraiment dans une économie qui utilise de plus en plus le numérique et toutes les entreprises utilisent les services proposés par ce qu'on appelle les GAFAM. Les GAFAM, ce sont les géants du numérique, qui sont cinq, à savoir Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Donc ça fait un acronyme qui s'appelle GAFAM. Ça, ce sont des entreprises toutes américaines et qui ont leur équivalent chinois dans le domaine du numérique, qui sont les BATX, c'est-à-dire Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les géants du numérique. Euh, Ces géants du numérique, vous les voyez à travers ce tableau, hein, page 121, qui vous donne donc la valeur de ces différentes compagnies. Alors, c'était la valeur en 2017, hein, ça a évolué avec, donc vous voyez, Apple que vous connaissez forcément pour les smartphones, les ordinateurs, les logiciels, chiffre d'affaires 744 milliards de dollars. Ce sont des choses immenses. Amazon, donc tout le commerce électronique, chiffre d'affaires presque 500 milliards de dollars. Facebook, le réseau social, qui marche grâce à la publicité. Vous savez, vous allez vous dire, ah mais Facebook c'est gratuit, mais les clients c'est vous. Vous recevez une publicité ciblée sur Facebook. Google, le logiciel de recherche, pareil, grâce à la publicité, il fonctionne. Et puis vous avez les équivalents, un Baidu, le Google chinois, Alibaba, géant du commerce électronique, donc c'est l'équivalent d'Amazon, Tencent, une application de messagerie, Xiaomi, des smartphones. Donc
Ce sont des géants véritablement du numérique qui permettent à l'ensemble du monde d'être de plus en plus connectés.